Salut chers élèves, donc on va maintenant parler de la défense contre les maladies infectieuses. Alors, notre résultat d'apprentissage pour cette leçon va être de connaître les 3 lignes de défense du corps humain contre les infections. Petite question, si notre monde, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous, est rempli de maladies causées par des micro-organismes, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas toujours malades? On peut répondre à cette question une fois qu'on comprenne les 3 lignes de défense du corps humain. Donc, la première ligne, c'est la peau et les surfaces muqueuses. La deuxième ligne de défense, c'est la résistance ou la défense interne. Cette réponse n'est pas spécifique aux pathogènes et elle implique des agents chimiques et cellulaires qu'on appelle les phagocytes. La troisième ligne de défense, c'est l'immunité. Donc, c'est une réponse très spécifique et mémorisée. Elle implique des agents chimiques tels que les anticorps et des agents cellulaires tels que les lymphocytes. Alors, commençons avec la première ligne de défense. Comme on a dit, ce sont les barrières de surface. Leur rôle est d'empêcher l'entrée des pathogènes dans le corps. Ceci inclut la peau et les surfaces muqueuses. Ça inclut aussi les larmes, la sueur. Comment chacun de ces choses fonctionne? La première ligne de défense, la peau. Ça protège les structures externes. La peau se compose d'une région sèche, épaisse et dure, principalement formée de cellules mortes. Alors, ceci n'encourage pas la croissance de bactéries. Ça contient aussi des agents de défense biochimiques, comme des produits chimiques et des enzymes. La peau sécrète aussi l'acide lactique et des acides gras qui abaissent le pH, ce qui inhibe ou arrête la croissance des bactéries. Les membranes muqueuses protègent les structures internes qui sont accessibles de l'extérieur, comme la voie nasale, la trachée, l'ésophage et les organes sexuels. C'est fait de cellules vivantes qui libèrent des liquides. Quand on parle de liquides, on parle de mucus, de salive, de larmes, etc., qui peuvent éliminer les agents pathogènes. Le mucus est fabriqué de glycoprotéines gluants qui emprisonnent les particules qui doivent être éliminées. Plusieurs de ces cellules sont aussi ciliées, ça veut dire qu'elles contiennent des petites chevelures qui aident à éliminer les agents pathogènes à travers l'atout ou les éternuements. Alors, regardons les larmes. Les larmes contiennent les enzymes qui détruisent la paroi des cellules bactériennes. Donc, ça aide à protéger les yeux. Dans la voie nasale, il y a du mucus et des cils qui déplacent les bactéries vers le haut pour être ou avalées ou expulsées du corps par l'atout et les éternuements. La sueur. Petite question pour vous. Qu'est-ce que la sueur contient qui peut tuer les bactéries? Donc, qu'est-ce qui se passe si la peau se coupe? Bien, quand la peau se coupe, la coagulation a lieu. Ceci est un mécanisme par lequel les vaisseaux sanguins brisés sont réparés. Ça empêche la perte de sang, oui, mais le plus important, c'est que ça limite l'accès des pathogènes au sang lorsque la peau est brisée. Et ça, c'est pourquoi c'est très important aussi de se laver les blessures et de laver les blessures et les coupures. Donc, les plaquettes ou la coagulation changent de liquide à un gel semi-solide afin d'empêcher l'entrée des microbes. L'estomac, comme vous le savez, l'estomac contient de l'acide. Oui, et c'est l'acide qui tue les bactéries et les infections qu'on peut parfois ingérer par accident. Mais que se passe-t-il lorsque les bactéries ou les autres microbes dépassent la première ligne de défense et entrent dans le corps? On a donc une deuxième et une troisième ligne de défense. Alors, la deuxième ligne de défense, c'est le système immunitaire inné qui fait une réponse non spécifique. Ça veut dire que ça réagit de la même façon à tous les pathogènes. Ça ne distingue pas d'un pathogène à un autre, non spécifique. Un des principaux composants, c'est les globules blancs
phagocytaires qui engloutissent ou avalent, si tu veux, et digèrent les corps étrangers à l'aide de leurs lysosomes. Quand une personne tombe malade et la bactérie ou le virus réussissent à rentrer dans le corps, il peut avoir une inflammation, de la fièvre, et ça, ce sont des réactions du corps. Les produits chimiques antimicrobiens sont d'autres composants aussi du système immunitaire inné. Donc, ce système a deux propriétés clés. Premièrement, comme on a dit, il ne distingue pas les divers types de pathogènes. Et il répond à une infection de la même manière à toutes les fois. Donc, ce n'est pas un système adaptif. Donc, voici une figure qui montre comment ça a lieu. Donc, ça, c'est le phagocyte qui est un globule blanc, un type de globule blanc. Donc, le pathogène est avalé par endocytose et il est détruit en faisant fusionner le lysosome à l'intérieur du phagocyte avec la vacuole qui contient la bactérie. Je vous invite à visiter ce lien pour une animation de ce processus. Maintenant, la troisième ligne de défense, c'est le système immunitaire adaptif qui est spécifique. Celui-là peut différencier des agents pathogènes et cibler une réponse spécifique selon l'agent. Ceci le rend plus efficace parce qu'il peut réagir plus rapidement, empêchant l'apparition de symptômes. Donc, il mémorise les pathogènes après la première infection et réagit plus efficacement à leur entrée après la première fois. C'est coordonné par les lymphocytes, qui est une classe de globules blancs encore, et ça conduit à la production d'anticorps. Alors, les lymphocytes B ou les cellules B, qui est un type de globule blanc, eux autres produisent les anticorps. Certains les relâchent et d'autres les gardent sur leur membrane. Il y a plein d'autres méthodes de défense. Donc, les trois qu'on vient de mentionner, les antibiotiques, par exemple, sont des composés qui tuent ou inhibent la croissance des microbes, spécifiquement les bactéries. Donc, ils vont attaquer plusieurs choses, comme les enzymes nécessaires pour la croissance de la bactérie. La paroi ou la membrane cellulaire, évidemment, si la membrane de la bactérie est détruite, la bactérie ne peut pas être viable. Les processus génétiques comme la réplication de l'ADN ou la traduction, donc fabriquer des protéines à partir de l'ADN, quand ces processus-là sont arrêtés, la bactérie ne pourrait pas survivre. Donc, comme les cellules eucaryotes ne possèdent pas les mêmes caractéristiques des cellules bactériennes, ces antibiotiques vont seulement cibler les bactéries pathogènes et laisser les cellules du corps tranquilles. Maintenant, il faut comprendre qu'avec les antibiotiques, il y en a ce qu'on appelle les bactériostatiques et les bactériocides. Donc, les bactériostatiques vont arrêter la croissance des bactéries, mais ne vont pas complètement les tuer. Par contre, les bactériocides vont tuer les bactéries. Il faut aussi comprendre que les antibiotiques n'affectent pas les virus, les champignons ou les parasites. Ils sont seulement faits pour attaquer les bactéries. Alors, pourquoi les antibiotiques ne peuvent pas fonctionner contre les virus, par exemple? Bien, évidemment, comme vous le savez, les virus ne possèdent pas de métabolisme. Ils ne sont pas des organismes vivants. Donc, ils ne peuvent pas être traités avec les antibiotiques. Parfois, on utilise des agents antiviraux pour attaquer au virus. Mais est-ce qu'ils sont très efficaces? Avec le taux rapide de mutation des virus, ceci est questionnable. Alors, une petite histoire. Donc, est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Ceci est Alexander Fleming. C'est le monsieur qui a découvert la pénicilline en 1928.
Ce qui est arrivé, c'est qu'il a remarqué que la bactérie dans son laboratoire ne se développerait pas près d'un champignon qui s'était accidentellement retrouvé dans ses expériences ou dans sa boîte de pétri. Alors, le champignon produisait une petite molécule, qu'on sait maintenant, c'est la pénicilline, qui l'entourait et empêchait la croissance de ces bactéries autour de ce champignon. Au début, il appelait ça le jus de moisissure jusqu'à ce qu'on a découvert que c'était exactement quoi. Et ce jus de moisissure tuait les bactéries dans la région. Maintenant, on sait que ce champignon-là, c'est le Penicillium chrysogenum, qui est l'espèce de champignon qui produit la pénicilline. Monsieur Alexander Fleming, a reçu le prix Nobel en 1945 à cause de cette découverte. Petit fait intéressant, saviez-vous que certains champignons produisaient ces antibiotiques parce qu'ils sont en compétition avec certaines bactéries pour la nourriture? Alors, en faisant ceci, ils éliminaient la compétition. Alors, si on parle un peu de la résistance, certaines souches de bactéries ont évolué et ont pu développer des résistances aux antibiotiques. Donc, les antibiotiques ne peuvent plus les tuer. Ou parce qu'ils sont capables de dégrader l'antibiotique ou bloquer son entrée, ou éliminer l'antibiotique, ou même altérer ou changer la cible de l'antibiotique. Donc, certaines bactéries sont vraiment maliennes. Et évidemment, parce que ces bactéries-là se divisent par la fission binaire et passent le même gène à leur descendance, ils peuvent transmettre le gène par la fission binaire ou même par conjugaison lors de la reproduction sexuelle. Étant donné que ces bactéries se reproduisent à un rythme très rapide, ces souches résistantes vont définitivement proliférer très rapidement après la première mutation. Alors, pourquoi est-ce que certaines bactéries vont développer une résistance? Plusieurs raisons. Premièrement, les antibiotiques sont souvent prescrits en excès. Souvent aussi, les antibiotiques à large spectre, donc qui visent plusieurs bactéries, ou ils sont mal utilisés, donc pour traiter une infection virale, malgré le fait qu'elles ne sont vraiment pas effectives contre une infection virale. Les antibiotiques sont aussi librement disponibles sans ordonnance et ceci peut augmenter le taux de résistance. Les bactéries multirésistantes, donc les bactéries qui sont capables de résister à plusieurs antibiotiques, sont courantes dans les hôpitaux à cause de l'utilisation d'antibiotiques élevés dans cet environnement. Alors, c'est le temps de pratiquer. Vous avez une activité à compléter sur l'immunité active et passive. Sur ce, bonne lecture!